baigne. Voilà, voilà. C'est bon, vous voyez l'écran. Ça lag pas trop. Hein. Ici, hop, hop, hop. Voilà, super. Donc, hop, je vais un peu zoomer. Donc, oui, je reviens rapidement sur la correction du contrôle. Euh, Dites-moi là quand même si c'est Mathéo là, par exemple, toi t'as le micro. Tu peux me dire si ça roule là. Ouais, ça va. Ok, impeccable. Bon bah je vais commencer tranquillement. Donc je vais corriger rapidement le contrôle, le petit contrôle qu'on avait là. Euh, Ça va être vite fait, hein. Donc le premier exercice, donc c'était sans difficulté, hein, donc un volume de solution de 100 millilitres qui est préparé par dissolution de 2,10-4 de phosphate de magnésium. Alors j'aurais dû préciser dans de l'eau, parce que c'est une solution aqueuse, mais bon là il y a marqué aqu, ça signifie que c'est dans l'eau. Donc compléter l'équation de dissolution. Alors il y a des ions K+, et des ions PO4 3-. Alors la principale erreur qui a été faite ici, le PO4 3-, donc c'est un ion polyatomique constitué donc d'un atome de phosphore, d'un élément phosphore et de 4 éléments oxygène. Ok, les 4 éléments oxygène, les 4 en fait ici, il est juste associé à l'oxygène. Et la charge de l'ion ici, 3-, bah, c'est la charge globale de l'ion. Donc alors, l'équation de dissolution, bah, on voit qu'il y a 3K+, et puis du coup, bah, 1 qu'on ne marque pas, donc on le laisse invisible. Ok, alors calculer les concentrations. Alors je rappelle que la nouvelle notation pour concentration des espèces chimiques, c'est entre crochets. L'espèce chimique entre crochets, ça signifie la concentration de cette espèce chimique en mol par litre. Donc ici, comment je peux calculer les concentrations? Bon, il me faut déjà le nombre de moles de ça, et le nombre de moles, je l'ai d'après l'équation de dissolution. Donc la première étape, c'était déjà de mettre, donc d'après l'équation de dissolution, d'après l'équation, je ne vais pas faire un tableau d'avancement, hein, directement, je peux voir d'après l'équation de dissolution. Donc on a quoi? Le nombre de moles de K+, ok, est égal à 3 fois le nombre initial de quantité, donc 3 fois n, hein, 3 fois, puisque n c'est la quantité de soluté, et le nombre de moles de PO4 3-, c'est égal à n tout simplement, puisque le coefficient stoichiométrique c'est 1. Voilà, donc ça c'était important de le signaler, au moins pour pour la rédaction. Maintenant, du coup, je peux calculer directement, donc K+, ça va être égal à quoi? La concentration en K+, c'est le nombre de K+, divisé par le volume de la solution, et donc du coup ça fait 3n sur V sol. Ok, voilà. Ce qui fait quoi? Ce qui fait 6,00 fois 10 puissance moins 4 divisé par 100 millilitres. Alors 100,0 millilitres, c'est 10 moins 3 litres. Voilà. Alors je marque mol ici et ça litres. Donc ce qui fait ça fait quoi ça? euh, 10 moins. Ça fait 10 moins 3 du coup. Ouais, si je ne me trompe pas, ça fait 6,00 fois 10 moins 3 mol. Par litre, pardon. Mol par litre. Voilà, je vais peut-être zoomer un peu plus parce que voilà, ça va me permettre de. Ok, donc pour K, c'est ça. Et donc pour PO4, pour l'ion phosphate, donc la concentration en ion phosphate, PO4 3-, eh ben, ça va être égal tout simplement donc au nombre de moles de PO4 3-, c'est-à-dire N sur V sol. Et donc directement l'application numérique, hein, 3 fois moins, c'est 2,0 ici, 2,00 fois 10 moins 3 mol. Si je ne me trompe pas, 10 moins 3 mol. Ok. Alors, ici ensuite dans cet exercice-là, on vous disait, bon, une dissolution peut être décomposée en 3 étapes, donc dissociation, solvatation et dispersion des ions, donc c'est les 3 étapes. Faire un dessin représentant la solvatation d'un ion K+. Bon, un ion K+, alors je peux faire un petit dessin. Vous avez un petit ion K+, ici, voilà. Donc c'est un ion, hein, c'est un en faire des milliers. C'est un ion qui est solvaté, donc qui se balade au milieu de la solution.
C'est une solution aqueuse, hein, le solvant c'est l'eau, et donc il est entouré de molécules d'eau. Alors les molécules d'eau, alors soit je peux dessiner comme ça, les molécules d'eau tout simplement, hein, avec un petit delta moins et un petit delta plus, hein. Je rappelle que les molécules d'eau ici, delta moins, delta plus, c'est des molécules qui sont polaires, delta moins, delta plus, ici delta moins, delta plus, voilà, bon ça suffit quoi, hein, voilà, delta moins, delta plus, et delta moins, delta plus, voilà. J'aurais pu dire, hein, ou ça en fait, ça c'est une molécule d'eau, ça c'est une molécule d'eau qui est polaire, hein. Je rappelle qu'une molécule d'eau, du coup c'est H comme ça, hein, voilà, si H, et ici vous avez un petit côté delta moins, et le côté delta plus il est là, du côté des hydrogènes, puisque l'atome est électronégatif, d'oxygène. Beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Ok. Voilà, donc c'est ça que j'ai représenté comme ça. Voilà, c'est tout simplement, voilà, il est entouré de molécules, et ça évidemment, il y a des interactions attractives entre ions et molécules de solvant qui favorisent effectivement la dissolution. Ok. Alors ensuite, l'extraction du menthol. Donc celui-là, c'est un exercice très classique, hein. On souhaite extraire le menthol contenu dans une solution aqueuse, obtenu par infusion de feuilles de menthe poivrée. Très bien. Choisir en justifiant le solvant adapté à cette extraction. Donc plusieurs méthodes, hein, dans ces cas-là. Donc les solvants, j'en ai 4 à ma disposition. Alors évidemment, les choix, le solvant, le bon solvant, le solvant extracteur, il doit répondre à certains critères. Le solvant extracteur doit... Alors les critères, déjà, il ne doit pas être miscible avec le solvant précédent, puisque c'est une solution aqueuse. Si je rajoute le solvant et qu'il est miscible avec l'eau, c'est mort, hein. Ça fait juste, je rajoute un solvant. Doit être non miscible, non miscible, doit être non miscible avec l'eau, c'est-à-dire avec le solvant de la solution aqueuse qui contient le menthol. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, il doit solubiliser très bien le menthol, hein. Il doit solubiliser très bien le menthol. Ok. Donc pour l'instant, alors non miscible avec l'eau, déjà on voit que déjà l'éthanol c'est mort, hein. Solubiliser très bien le menthol, les deux sont corrects. Et puis il reste un troisième critère qui est le moins dangereux possible, hein. Doit être le moins dangereux possible. Ah, j'entends des petites annotations. La correction du contrôle 7. Voilà. Alors le solvant extracteur, donc il doit être non miscible avec l'eau, solubiliser très bien le menthol, c'est-à-dire que le menthol doit être très miscible avec. Oui, oui. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez faire rentrer Juliette, s'il vous plaît? Ah, Juliette n'est pas rentrée encore. Bah ça alors. Euh, et ensuite, oui, j'étais en train de dire quoi? Donc il doit être le moins dangereux possible, hein, puisque ça, c'est un bon solvant extracteur, donc non miscible avec le 1, et solubilisé très bien, et puis doit être le moins dangereux possible. Le moins dangereux possible. Dangereux possible. Bon, le moins dangereux, voilà, bon, le moins dangereux, pas la peine de mettre possible, le moins dangereux. Et donc, évidemment, on choisit donc le moins dangereux entre le dichlorométhane et l'éther, c'est évidemment l'éther, donc on choisit l'éther. On choisit l'éther, hein, puisque à la rigueur on pourrait dire voilà, l'éthanol lui il est miscible donc c'est mort, et le dichlorométhane lui il est dangereux pour la santé, voilà. Alors que l'autre il est juste irritant, nocivité légère, irritant et puis inflammable, ce qui est pas, c'est moins dangereux que ça, voilà. C'est bon.
Ouais, donc j'étais en train de corriger le contrôle hein, pour voilà, histoire de patienter. De toute façon, ça c'est j'enregistre la session, donc normalement je ferai une petite vidéo à partir de ça pour ceux qui ont loupé le début. Alors ensuite, donc faire un schéma légendé de l'ampoule à décanter après extraction et décantation. Donc une ampoule à décanter, euh, un petit schéma d'ampoule à décanter. Hein, voilà, c'est pas la peine d'être super bon en dessin. La preuve, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire. Donc après décantation et extraction, donc les deux phases aqueuses et puis la phase organique avec l'éther se sont, se sont séparées. Et donc j'ai deux phases, une au-dessus, une en dessous. Voilà. Alors je vais mettre ça comme ça. Alors la phase en, qui est au-dessus, c'est la phase la moins dense. Et la phase la moins dense, donc c'est celle qui contient l'éther. Donc ici vous avez la phase avec l'éther plus évidemment le menthol, hein, puisque le menthol a préféré se solubiliser dans l'éther, puisqu'il est plus soluble dans l'éther que dans l'eau. Et ici, vous avez la solution aqueuse. Hein. Ici, vous avez la phase aqueuse. Alors, on va mettre phase aqueuse, qui est plus dense. Hein, plus dense, donc en dessous. Voilà. Donc, c'est tout ce qui était demandé. Très bien. Si on a qui ont des micros, ils peuvent éventuellement comment dire, me dire s'il y a des questions dans le chat qui me reportent parce que ça m'évite comme ça d'avoir ok, d'avoir à revenir systématiquement. Voilà. Alors ensuite, pourquoi il marquait exercice 1? Ah mais c'est un bug ça. Hein. C'est exercice 3 bien sûr. Tu vois, celui-là. Ah ouais, bon, il y a deux exercices. Hein. Bon, petite évidemment. Alors, les molécules d'ammoniac de formule NH3 est polaire. Alors bon, je mettais ça en bonus, c'était un petit rappel, montrer que c'est polaire. Alors, il faut partir déjà de le... Vous partez... Donc, vous partez de la représentation de crâne de la molécule, c'est-à-dire en 3D. Hein, vous savez que les doublets se repoussent. Il y a 4 doublets, un doublet non liant et 3 doublets ici. Et donc il y a une forme pyramidale. Ok, donc déjà là une géométrie un peu particuliire. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que les liaisons NH sont polarisées. Hein, donc je mets des petites flèches comme ça. Ici vous avez un delta moins et donc d'ici du coup un delta plus en bas de la molécule. Hein, pourquoi c'est polarisé? Donc liaison NH. Pourquoi j'écris en rouge? Bon, c'est pas grave. NH polarisé. Donc je mets avec un S. Polarisé. Bon, ça c'est un petit rappel. Car, alors, on sait que c'est polarisé parce que la différence d'électronégativité entre les atomes, donc entre le N et le H, donc l'électronégativité du N- l'électronégativité de H, donc c'est 0,9, c'est-à-dire c'est supérieur à 0,4. Donc si c'est supérieur à 0,4, c'est suffisamment polarisé pour que le N attire plus à lui les électrons. Et donc voilà. Et donc il y a un côté plus, un côté moins. Hein. Donc il y a un côté, un côté delta plus, c'est sur le N, hein, et puis et un côté delta moins, ce qui fait qu'il y a une séparation de charge du côté des hydrogènes, hein, des H. Ok. Voilà, donc c'est polaire. Voilà, bon, de toute façon, je ne demandais pas. C'était en bonus, mais ça fait du bien de se rappeler d'où ça vient. Alors, à basse température, l'ammoniac est solide. Expliquez la cohésion du solide moléculaire. Alors, l'idée, c'est la cohésion. Qu'est-ce qui fait que les, les molécules d'ammoniac sont collées les unes aux autres dans de l'ammoniac solide? Eh bien, c'est parce que il existe des liaisons intermoléculaires. Des liaisons intermoléculaires, c'est-à-dire entre molécules d'ammoniac. Intermoléculaires. Ok. Donc c'est entre molécules d'ammoniac. Hein, entre molécules, je mets d'ammoniac. Ammoniac. Voilà. Et c'est quoi ces liaisons intermoléculaires? Il y en a de deux types. Il y a des liaisons de Van der Waals. Je vais mettre plutôt interaction. Interaction de Van der Waals. Oh là là. Interaction de Van der Waals.
de Van der Waals. Donc ces interactions de Van der Waals, hein, c'est des interactions de type interaction attractive entre dipôles. Alors là, les dipôles sont permanents, hein, puisque la molécule est polaire, donc ça forme un petit dipôle. Hein. Donc ici, c'est dipôle-dipôle. Hein. C'est entre dipôle-dipôle. Voilà. Et il y a une autre, un type d'interaction qui arrive aussi, c'est les liaisons hydrogènes. On voit que l'ammoniac peut faire des liaisons hydrogènes, puisqu'elle comporte des hydrogènes, et un doublet non liant ici sur le... Bon, attends, je vais le dessiner, c'est mieux quand même. Et des liaisons ou ponts, liaisons hydrogène, donc liaison hydrogène ou pont hydrogène, hein, c'est pareil. Alors je vais dessiner. Donc par exemple, vous avez ici une molécule. Alors je ne sais pas si je dessine bien là. Ouais. Voilà. Ou ici j'en dessine une deuxième. Par exemple ici. Voilà. Et donc entre ces deux molécules d'ammoniac là, ben, vous avez, si je mets du rouge, un pont hydrogène entre cet hydrogène ici qui est lié à un atome électronégatif et un atome électronégatif portant un doublet. Voilà, bah c'est tout, entre le doublet de cet atome qui porte le doublet. Bon, oui, c'est un peu bête ce que je dis là, un peu redondant en tout cas. Voilà. Donc voilà, il suffit juste de dire voilà, les liaisons intermoléculaires sont responsables de la cohésion du solide moléculaire et qui sont de deux types, Van der Waals et liaison hydrogène. Alors ici ensuite, représenter deux sortes de ponts hydrogène liant une molécule d'ammoniac et une molécule d'eau. Ah, donc une molécule d'ammoniac et une molécule d'eau, bah, allons-y. Donc j'ai une molécule d'ammoniac, alors je peux faire par exemple ça. Alors des ponts hydrogène, donc des liaisons hydrogène, hein, c'est pareil. Donc je peux avoir un type entre un hydrogène d'une molécule d'eau et une molécule d'ammoniac, ici comme ça. Voilà. Donc vous avez un premier pont ici, un premier pont hydrogène là, et puis un deuxième pont qui peut se faire entre le doublet porté par l'oxygène ici et un hydrogène de la molécule d'ammoniac. Ah, quelle horreur. J'ai mis N. C'était pas N, c'est H. H, voilà. H, N, H. H, voilà. Ok, donc voilà les deux types de liaisons qui peuvent être faites entre une molécule d'ammoniac et une molécule d'eau. Alors, ensuite, expliquer la grande solubilité de l'ammoniac dans l'eau. Donc l'ammoniac est soluble dans l'eau, c'est pas étonnant, hein, puisque donc c'est la règle de qui se ressemble s'assemble en quelque sorte. Hein. Et donc vous avez l'eau et l'ammoniac sont tous les deux polaires. Hein. L'eau et le NH3, alors le NH3 sont tous deux polaires. Ok. Ah. Et la deuxième truc, c'est que il existe des ponts. Hein. Il y a des ponts hydrogène ou des liaisons hydrogènes ou liaisons, c'est pareil. Hein. Liaison hydrogène H. Il y a des ponts hydrogène entre les deux, entre ces deux molécules. Voilà. Donc c'était un petit contrôle vraiment que de cours, hein, voilà, sur les choses comme ça. Voilà. Donc ça c'était une petite mise en jambe. Alors je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a fait. On va passer maintenant sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc si je fais le résumé des épisodes précédents, hein, ici. Donc on a vu deux choses en fait. Dans l'activité 1, on a vu qu'est-ce que c'était que le travail d'une force. Hein, donc le travail d'une force. Le travail d'une force, ça représente quoi, hein, si je fais le travail d'une force lors d'un déplacement de A à B, une force constante, c'est égal à quoi? Ça correspond en fait à l'énergie fournie par la force au cours de ce déplacement. Ok? Et donc ça s'exprime tout simplement, ça se calcule, hein, c'est F scalaire AB. Voilà. Et donc le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est tout simplement
le produit des normes des deux vecteurs multiplié par le cosinus de l'angle entre eux. Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel de l'activité 1. L'activité 2, donc on a vu le théorème de l'énergie cinétique, qui finalement traduit en fait un peu la définition de ce que c'est que le travail d'une force. Hein. Donc ça dit tout simplement la chose suivante, ça dit que quand vous avez un système qui est soumis à des forces qui se déplacent, ces forces vont fournir de l'énergie à ce système via le travail des forces. Et si vous faites la somme des énergies fournies par les forces, ça vous donne l'énergie que va gagner le système. Sous quelle forme? Sous forme d'énergie cinétique. Voilà. Ok. Donc ça on avait vu, voilà, bon on avait vu un petit peu avec les histoires, donc ça on avait vu que les distances de freinage évoluaient comme le carré de la vitesse, hein. Je crois que c'était ça, voilà, le truc, hein, en faisant ça. Donc là on va passer à l'activité 3, je vais au moins le... Hein, on l'avait fini ça, dites-moi, hein, je crois, je crois qu'on avait fini, ouais, juste ça. On avait vu, tiens, je vais le refaire rapidement parce que c'est intéressant. L'idée, c'est que ici, si vous avez une voiture, très rapidement, hein, comme ça, vous avez une voiture qui se déplace. Alors ma voiture, c'est un rond là. Donc soumis à son poids, à la réaction normale du support, le poids, et puis à une force de frottement. Donc une force de frottement, petit f, qui est opposée au mouvement, hein, puisque la voiture se déplace dans ce sens-là. Donc voilà. Et elle se déplace sur une certaine distance, distance D, distance de freinage. Donc elle s'arrête une distance de freinage, df. Okay, et donc on avait vu en appliquant le théorème de l'énergie cinétique que l'énergie cinétique finale, c'est-à-dire 0 moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire 1 demi de mv carré, hein, c'était la vitesse initiale, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des travaux des forces. Somme des travaux des forces. Je fais que appliquer ce théorème-là. Je le refais rapidement, mais ça vaut le coup de savoir. Et les travaux des forces, le poids, son travail est nul, puisqu'il est perpendiculaire. Ça fait un angle de 90 degrés, le cosinus il vaut 0. La réaction du support, pareil. Donc ces deux forces-là font un travail nul. Et ici, vous avez un travail qui est résistant, puisque la force est opposée au déplacement. La force de frottement, évidemment, c'est ce qui la freine. Et donc ici, vous avez le cosinus 182. Il y a 180 degrés entre le déplacement et la force, et donc ça fait moins 1, et donc ça fait moins la force ici, petit f, fois le déplacement, donc fois la distance de freinage. Okay, et donc on en avait déduit que, du coup, la distance de freinage, c'était égal tout simplement à 1 sur 2f, mv2 sur 2f, voilà, mv2 sur 2f. mv carré sur 2f, voilà, c'était ça. Et donc on voit nettement que en appliquant très simplement ce théorème-là, que la distance de freinage varie comme le carré de la vitesse. Donc plus vous allez vite en voiture, plus votre distance de freinage est importante. Voilà, ça c'est ce que vous savez. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans le détail. Donc là, c'était un peu du qualitatif, hein, j'ai imposé des forces et tout ça. Là, on va aller un petit peu plus dans le détail. Et on va voir un petit peu ce que nous dit la sécurité routière et voir vraiment si on peut arriver vraiment à comment dire, à critiquer, à justifier un peu les chiffres qui sont donnés. Et en particulier, vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation depuis une nouvelle, et puis elle est de moins en moins nouvelle, hein, le 1er juillet 2018, donc la limitation des vitesse sur les routes est passée de 90 à 80 km/h. Et la justification, c'était le fait que quand tu roules à 93 km/h, ça te fait une distance d'arrêt de 13 mètres de moins. Et donc vous avez une campagne ici, donc il y a une campagne de communication, alors je l'ai. Ok, donc écoutez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Hein. Les distances d'arrêt, là vous avez un petit truc. Donc, bon, la vidéo normalement vous l'avez vue. Alors, okay. Donc, l'idée c'est d'essayer de voir un petit peu, qu'est-ce qu'il en est.
qu'est-ce qu'il en est de ces histoires de 13 mètres? Est-ce que vraiment ça fait gagner 13 mètres, etc. Alors, là, on va aller un petit peu plus loin, hein. On va essayer de voir un petit peu, de retrouver un petit peu ces valeurs de façon un peu exacte, ou pas d'ailleurs. On va voir comment elles ont été trouvées. Et on va modéliser un petit peu plus finement un petit peu les forces de frottement. Et en particulier dans le document 3, on vous dit que la norme de force de frottement, exercée par un solide sur son support, peut être décrite comme le produit de la norme du poids du solide par un coefficient de frottement mu, caractéristique du contact entre le solide et son support. Donc tout simplement, hein, cette phrase-là traduite en formule, c'est la force de frottement est égale à est proportionnelle au poids et à ce fameux facteur mu. Donc voilà, c'est un peu logique, hein. Plus vous appuyez sur une surface, hein, donc avec un poids important, ben, plus la surface va frotter. Et après, ça dépend de l'état de surface. Et donc on vous dit que pour un pneu sur route sèche, le mu, donc ça j'ai trouvé ça un peu dans la littérature, hein, est trouvé entre 0,6 et 0,9. Voilà, évidemment sur route mouillée, cette valeur, elle peut être vachement plus importante, et sur de la glace encore plus, quoi. Voilà. Pardon. Oui, oui, encore plus. Non. Ah, mais n'importe quoi. Au contraire. Ah bah tenez, ah bah il y a boulette là. Vous voyez le truc? Ah bah tiens. Évidemment, c'est absurde. Sur route mouillée, cette valeur peut doubler. Eh ben non. Si la valeur double, ça veut dire que ça accroche mieux. Donc peut être divisé. Allez, peut être divisé par deux. Attention, divisé par deux. Ok. Eh ben oui, imaginez. Et sur la glace, bah, vous pouvez imaginer que c'est divisé par 10 et du coup, ça frotte très peu du coup, hein. Voilà. Évidemment, ça dépend des pneus, s'il est neuf, etc. Mais on va dire pour un pneu moyen que tu achètes dans le commerce de base, qui a un peu roulé, voilà, ça donne du caoutchouc sur bitume, c'est ça les coefficients de frottement. Voilà. Alors, euh, alors on commence par, bien sûr, analyser. Bon, quelle est la différence entre distance d'arrêt et distance de freinage? Pas de problème. Allez, quelqu'un veut se lancer là? Oui? Ben, l'arrêt, ça comprend tout, c'est-à-dire la distance de freinage plus la distance de réaction, alors que la distance de freinage, c'est à partir du moment où on appuie sur le frein et ça freine, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Donc vous avez effectivement la distance d'arrêt, c'est la somme des deux, hein, distance de réaction plus distance de freinage. Et donc ça, c'est la distance que tu parcours le temps que tu réagisses. Ok. Et ça, c'est la distance que tu parcours à partir du moment où tu as appuyé sur le frein. Voilà. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va pas s'étendre là-dessus. Vous savez, tu l'as très bien dit. Il n'y a pas d'autre. Ah bah oui, en plus c'est marqué ici. Bon, bah, oui, bon, il n'y a pas de problème. Alors, les valeurs données dans le document pour les distances de réaction sont-elles correctes? Eh bien, il faut les calculer, je pense. Donc, allons-y. Alors, on va les calculer. Alors, le document 1. Alors, on a pour 50, 90 et 130. Donc, on va la calculer pour une certaine. On va trouver la formule pour une certaine vitesse V, puis après, on va voir ça, hein. Donc, alors, c'est quoi la vitesse. Quoi, pardon, la distance parcourue pendant le temps de réaction. Alors, la distance parcourue pendant le temps de réaction, bah, avant que tu réagisses, évidemment, on considère que ta vitesse est restée constante, hein, tu n'as pas encore appuyé sur le frein, donc tu as une vitesse constante. Et donc, bah, tout simplement, la distance parcourue, hein, dr, c'est égal à la vitesse fois, fois le temps de réaction, tout simplement. Ok. Alors, le temps de réaction, qu'est-ce qu'on vous dit sur le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est 1 seconde. Bon, bah, ça va être facile, on va multiplier la vitesse par 1 seconde. Niveau calcul, ça va le faire. Alors, du coup, alors, il me faut les vitesses. Alors, il y a 50 km par heure. Tiens, je vais le mettre ici, hein. Attends, je sors du champ, là. Ouais. Parce que Donc, 50 km par heure, ça fait combien, ça, en mètres par seconde? Eh bien, vous vous rappelez que on doit diviser par 3,6 pour avoir en mètres par seconde. Mètres par seconde. Et donc, ça fait combien, ça? Si vous pouvez faire les calculs en même temps. Bon.
Alors, je vais mettre. Attends. Ah, ça va être dur là de mettre ici. Alors, je vais zoomer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Eh, mince. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Je vais. Là, c'est un peu trop. Bon, alors. Monsieur, Oui, oui, oui. ça fait environ 13,9. Donc, ça fait. Ici, la distance de réaction, ça fait 13,9, c'est ça? Ok, très bien. Ben oui, pour 50 divisé par 3,6. Bon, je te fais confiance sur l'arrondi. Ok, donc ça fait 13,9 Pour, mètres par seconde. ça, c'est pour la vitesse, Oui, monsieur. oui, mètres par seconde du coup, multiplié par une seconde, bah, ce qui fait 13,9 mètres, tout simplement. Ok, 13,9 mètres, c'est-à-dire environ 14 mètres. Là, j'écris vraiment, vraiment petit là. Mais bon, c'est parce qu'il. Après, il y a quoi? Il y a quoi Attendez, excusez-moi. C'est quoi les vitesses? Ah non, c'est 90. C'est 90 et 130. Donc je vais. Pourquoi vous avez mis 10? De quoi? Où ça? Où ça j'ai mis 10? Mais pour le temps de réaction. Le temps de réaction? Ah, ah non, c'est pas 10, c'est une seconde. Pardon, c'est un S. C'est mètres par seconde fois une seconde pour la distance. Ça va? C'est vitesse fois distance. D'accord. Ok. Donc, ensuite, 90 km par heure. Alors, ça fait une distance de réaction de. Alors, 90 divisé par 3,6. Ça doit faire. Allez. Ça va faire quoi ça? Si je fais diviser par 6, 15. Je sais pas. En fait, je sais pas. Ça, il faut le calculer. Euh, Attendez, application, pouf, une petite calculette. Elle est où? Voilà, Ça Scrooge. fait 25. Oh, c'est quoi? Oh là, au secours, au secours. Attends, elle est un peu grosse ma calculette là. Attendez, non, c'est pas ça. Il est là. Ouh, voilà. Ça fait 25. Oui. Alors, attends. C'est bon. Attends, ouais, niveau zoom. Ouais, c'est un peu. Ah, au secours. Fais voir, ça marche là? Ah, la calculette. Allez. Ah ouais, 90 divisé par 3,6. Oh là là, ça marche pas. 90 divisé. Non, je teste, hein, juste le truc. Oui, oui, c'est bon. Bon, bon écoutez, je pense que ça va être un peu chiant si je le fais systématiquement, moi. Je vais l'enlever. Puis, donc ça fait 25. Alors, donc ça fait 25 mètres par seconde, fois une seconde toujours, hein, et donc ce qui fait 25 mètres. Ok. Et puis pour c'était 130, vous avez calculé pour 130. Donc ça Ça fait fait 36. 36, virgule. J'ai pas entendu. 1. 36,1 Oui. mètres du coup. Ok, ça va, hein. Alors, ben, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous propose dans le document. Dans le document, il nous proposait. Ah ben, c'est pas mal, 14, 25, 36. Ah ben, c'est bien. Ah ben, on va dire qu'ils ont bon, hein. Donc, ils ont arrondi au mètre près, hein. Donc, vous voyez, quand il y a des virgules 1, bouf, ils sont arrondis. Donc, elles sont correctes. Oui, oui, elles sont correctes. Bah oui, c'est correct, hein. Oui, c'est correct. Oui, c'est correct. Donc, ils ne se sont pas trompés là-dessus. Bon, ça va. C'était facile à vérifier. Par contre, pour le reste, ça va être un peu plus compliqué. Alors, qualitativement, comment doit évoluer la distance de freinage? Ouh là là, attendez, parce que je suis en train de perdre, hein, voilà. Qualitativement, comment doit évoluer la distance de freinage en fonction du coefficient de frottement? Donc l'idée, c'est bah, si si le coefficient de frottement, par exemple, augmente, hein, si mu augmente, qu'est-ce qui va se passer? Qualitativement, bah alors j'ai un meilleur freinage. Alors le freinage est meilleur, hein. Oui. Et donc, oui. Et donc la distance de freinage, comment elle va évoluer? Bah, elle est plus faible. Enfin, ça va être sur une plus courte distance. D'accord, bah ouais. Du coup, la distance de freinage, effectivement, va diminuer, hein. Donc si mu augmente, le freinage est meilleur, donc
donc a priori DF diminue, quoi, hein, diminue. Donc on sent bien que la distance de freinage, elle va dépendre de ce coefficient de frottement et a priori, elle va être inversement proportionnelle ou inversement proportionnelle au carré ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle diminue lorsque le coefficient de frottement augmente. Hein, c'est pour ça que ici, quand quand tu augmentes le coefficient de oui, quand tu divises le frottement par deux, ouais, ça augmente, hein, voilà, c'est pour ça que voilà, j'avais une petite boulette ici avec la route mouillée, évidemment. C'était faux. Ok. Alors maintenant, voilà, on va rentrer dans le dur et on va commencer à appliquer les lois de la physique, hein, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc à partir du théorème de l'énergie cinétique, trouver une relation entre le coefficient de frottement, la vitesse juste avant de freinage et la distance de freinage. Ok. Donc ce que je vous propose, c'est d'appliquer bêtement le théorème de l'énergie cinétique, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, lors du freinage, c'est-à-dire entre les moments où la voiture a une certaine vitesse. Donc la voiture a une certaine vitesse V ici, ok, et ensuite ici V égale 0. Ok, donc c'est ça la distance de freinage, c'est la distance de freinage. Ok, voilà. Euh, donc si j'applique le théorème de l'énergie cinétique, hein, alors je vais essayer de l'appliquer. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai pas de place là. J'aurais dû mettre un petit peu. Tiens, je vais me mettre un petit peu là, je vais le mettre ici là. Allez. Donc le 4, c'est le 4. Hein. Donc le théorème de l'énergie cinétique, il me dit quoi? Il me dit que la somme des travaux des forces, alors c'est quoi? Vous avez les forces qui s'appliquent, c'est le poids, plus la réaction normale de la route, ok, plus la fameuse force de frottement. Ça va être égal à quoi ça? Eh bien c'est égal à la variation d'énergie cinétique, hein, à delta EC. Alors maintenant, on va un petit peu déblayer tout ça. Donc ici, ça va être égal à 0, celui-là est égal à 0, car R et P, sont perpendiculaires au déplacement. Au déplacement. Déplacement. Ok. Quoi d'autre? WF, le travail de la force de frottement, eh bien, on va l'expliciter, hein, le travail de la force de frottement. C'est égal à quoi? C'est égal, elle est opposée au mouvement, donc ça va être un moins F fois la distance de frottement. Et le F, on a vu dans le document 3 que c'était égal tout simplement à mu P. À mu fois le poids. Alors fais voir. Le coefficient de frottement, ouais, c'est ça. Donc je fais intervenir le. Donc est égal à moins mu le poids, donc P dF. Voilà. Ok. Donc il y a des fois partout, hein, bien sûr. C'est bon là? Et donc si du coup si je mets ça, et puis le delta EC, c'est énergie cinétique finale, c'est-à-dire 0, moins énergie cinétique initiale. Donc le delta EC, ça va être égal à quoi? Donc ça va faire 0 moins 1 demi de m v carré est égal à le travail de F, c'est-à-dire ça, moins mu. Alors le poids, je peux le remplacer directement parce que ça vaut, hein. Poids c'est mg, donc mu fois m fois g fois df. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on voit que la masse n'intervient pas. Ça c'est étonnant ça quand même. Hein. Ça peut être contre-intuitif. Alors ça veut dire quoi ça? Scrunch, j'enlève la masse et donc il me reste quoi? Alors ce que je veux c'est quoi? Trouver la valeur du coefficient de frottement utilisé. Non. Trouver une relation entre le coefficient de frottement et la vitesse. Elle est là la relation, hein, c'est bon. Hein. Je peux laisser comme ça. Hein. J'ai une relation comme ça, voilà. Bon. Et ensuite, dans le cinquièmement, on me demande d'isoler le coefficient de frottement. Quel est le coefficient de frottement utilisé par la sécuritaire pour calculer la distance de freinage? D'accord, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que. Donc là, j'ai une relation. Alors le poids. Ah, attends, non, je vais quand même gommer ça. Je vais simplifier donc les signes moins et les masses. Et ça va me donner quoi? V2 sur 2. V2 sur 2 est égal à mu fois G fois DF. Voilà. Donc j'ai ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, la cinquième question.
ici, euh, on va, on va. Donc la cinquième question, oui, pardon. Donc on va utiliser ce petit diagramme ici. On vous dit, bah tiens, ils ont calculé 45 mètres. Comment ils ont calculé ces 45 mètres? Quoi, calculer ou fait des tests ou je sais pas. Hein, voilà. Euh, pour 90, bah, écoutez, on va voir ce 45 mètres. Ça correspond à une certaine distance de freinage. 90 km, une certaine vitesse. Et donc, eh ben, je peux remplacer là-dedans pour savoir bah, quel mu finalement ils ont trouvé. Quel mu ils ont utilisé. Donc le mu, c'est égal à quoi? D'après ce qui est, hein, le mu, ça va être égal à V2 à V carré sur 2 G df. Voilà. Ça va ou pas ça? Hein, j'ai mu GDF qui est égal à V carré sur 2. Donc je divise par GDF des deux côtés. Et donc ça me fait V2 sur 2 GDF égale mu. Voilà. Et donc j'applique ça donc à 90 km par heure. Hein, donc à 90 km par heure. Ça me fait quoi? Ça me fait un mu qui va être égal à. Alors V, on avait dit que c'était égal à quoi? À 25 mètres par seconde. Donc ça fait 25 au carré. 25 au carré sur 2 fois. Alors on va mettre 9,81 fois distance de freinage. Alors distance de freinage. Quelle a été la distance de freinage utilisée? 45 mètres. Donc on y va. Fois 45 mètres. Voilà. Ben, c'est pas mal tout ça. Ça me fait quoi ça? Ben, là, il faut faire le calcul. Alors, 0,7. C'est quoi le deuxième chiffre après? 1, 0. D'accord, donc 0,70. Ben, c'est pas mal ça. Oui, enfin 0,71 plutôt. 0,71. Oui. Ok, on va essayer de garder deux chiffres, hein, histoire de. Parce que j'avais deux chiffres sur le. Ok, donc 0,71, le coefficient de frottement. Alors, quelle est l'unité? Hein, on se dit toujours quand on a un résultat, il faut une unité. Attention, alors l'unité, ben, ça c'est une force, ça c'est une force. Donc ça c'est sans unité. Hein. Voilà, donc c'est un coefficient sans unité. Ok, alors maintenant les autres valeurs sont-elles compatibles avec cette valeur? Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? Eh bien, on a trouvé 0,71. Alors, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, il y a deux possibilités. Soit, ce qu'on peut faire, c'est on met ce coefficient de 0,71 pour une vitesse de 50 et puis on calcule, est-ce qu'on trouve 14? Et puis pareil, pour 130, est-ce qu'on trouve 93? Ou alors, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que à partir des données de df et de 50 ici, eh bien, je calcule les mu. Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Mais bon, ça, vous avez le choix. Hein. Donc, à 50 km par heure, bah, mu, ça va être égal à quoi? Mu, ça va être égal à... Alors ça va être égal à 50 divisé par 3,6 le tout au carré, hein, divisé par 2 fois 9,81 fois, c'était quoi la distance? Fois 14. Fois 14. Ça va? Comprenez le principe là? Et donc, alors là, il faut faire le calcul, hein, donc là je suis en train de le faire, de diviser, faites-le aussi en même temps, hein, comme ça si, si on trouve la même chose c'est qu'a priori ça doit être bon. Bon, ça doit être pas mal. J'ai trouvé 0,70, voilà. 0,70. Et pour, c'est quoi, 130? Pour 130 km par heure, mu est égal à, bon bah c'est pareil, hein, vous faites calcul hein, avec 130. Donc 130, 3,6 divisé. Ok, je mets au carré tout ça. Je divise par 2. Je divise par 9,81. Et je divise par... Ah, par combien? Je divise par... par 93. Oula, ça va faire mal. Et hey, 0,71. Pas mal. Eh ben c'est bien tout ça. Voilà. Donc, alors on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire injecter ça, puis essayer de retrouver 14 et puis 93.
Bon, là, on voit que, mine de rien, c'est bon à 0,1 près, hein, c'est quand même pas mal, hein. Aux erreurs d'arrondi, les autres valeurs sont compatibles, oui. C'est-à-dire que, effectivement, on trouve une valeur assez cohérente, hein. Le coefficient de frottement utilisé par la sécurité routière, le mu utilisé, c'est à peu près 0,71, hein. Je fais une- Donc, ben, vous voyez, déjà, c'est pas mal, hein. C'est finalement, quand on regarde des trucs comme ça, on se dit, ouais, non, non, c'est des valeurs qui sont compatibles. Et 0,71, c'est compris entre 0,6 et 0,9. Bon, ça correspond à un pneu, bon, pas forcément de bonne qualité, mais un pneu réel, quoi, existant, avec du caoutchouc sur bitume, des valeurs convenables, quoi. Donc c'est pas mal, hein. Finalement, ils se débrouillent pas trop mal. Quoi, je veux dire, c'est pas de l'arnaque, hein, sécurité routière pour l'instant. Alors maintenant, voyons voir ce qu'il en est pour le passage de 90 à 80 km/h. Alors, est-ce correct? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Eh bien, écoutez, je vous laisse chercher. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est euh, donc c'est prendre ce mu égale 0,71, hein, le même, hein, il n'y a pas de raison que ça change entre, entre les différents tableaux, et essayer de voir si effectivement ça fait gagner 13 mètres. C'est-à-dire que l'idée c'est que vous allez calculer la distance d'arrêt. Quelle est la distance d'arrêt à 90 km par heure, hein, mais vraiment par le calcul, hein. Vous avez calculé la distance d'arrêt à 80 km par heure, et puis vous allez voir s'il y a une différence de 13 mètres entre les deux, hein. Si, normalement c'est ça. Est-ce que c'est ça en fait? Voilà, c'est ça qui. Voilà, plus 13 mètres. C'est ça la question. C'est est-ce qu'on a bien ça? Eh bien écoutez, bah, il faut le vérifier, hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le temps de le faire ou je vous laisse chercher ça, puisqu'il reste que quelques minutes? Ouais, je pense que. Euh, ouais. Ouais, je peux commencer quand même, en tout cas. Je peux commencer, et puis peut-être vous chercherez la fin. Et en tout cas, la question 7 elle est amusante, celle-là. C'est-à-dire que. Quoi, elle est amusante. Euh, L'idée, c'est de reprendre la vidéo de la sécurité routière dans la dernière question, là, c'est de se dire, voilà, s'il roulait à 90, donc ça veut dire qu'il ne serait pas arrêté pile, hein. Et donc il aurait continué, donc il aurait heurté le camion, et on est capable de calculer, à l'aide du théorème de l'énergie cinétique, la vitesse à laquelle il percute le camion. Donc ça, c'est un problème intéressant. Alors, je vais peut-être rapidement, alors le sixièmement, alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors déjà, euh, les distances d'arrêt. Faut pas oublier que les distances d'arrêt, c'est la distance de réaction plus les distances de freinage. Donc déjà, les distances de réaction, on va peut-être le calculer, la différence de distance de réaction. Donc distance de réaction, euh, oui, bon, ouais. Bon, ça, je vous laisserai le calculer. C'est assez facile. On va parler de distance de freinage d'abord. Donc la distance de freinage à 90 km par heure. Celle-là, on la connaît. On l'a calculé, elle est compatible, elle est donnée, c'était 93. On a vu que c'était compatible, donc c'est pas la peine de la recalculer, hein. Donc j'ai 93, ou alors je la recalcule. Bon, je peux le faire, tiens. Comment est-ce qu'on peut faire? Hein. Allez, si on va le refaire, tiens, ça va être plus drôle. Puisque de toute façon, on aura besoin de la formule pour l'autre. Donc si je repars de ma formule ici que j'ai là, c'est-à-dire ma relation qui découle du théorème de l'énergie cinétique, hein, d'après le 4, donc d'après le quatrièmement. Qu'est-ce qu'on a au quatrièmement? Donc on a appliqué le théorème de l'énergie cinétique et on a vu qu'il y avait une relation entre la vitesse au carré, le mu, la distance de freinage, etc. Donc ici, ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est la distance de freinage. Donc on peut exprimer la distance de freinage plutôt que d'exprimer le mu en fonction de la distance de freinage. On va faire l'inverse. C'est-à-dire que la distance de freinage ici, c'est tout simplement égal à V2, V carré, sur 2 mu G. 2 mu G. Voilà. Donc d'après le 4, on a cette relation-là. Donc là, je peux le calculer pour 90 km/h. Hein. Donc pour
90 km/h, ça fait, hein, histoire de se conforter, voir si on a la bonne formule au moins, c'est pas mal. Donc ça fait, on a dit que c'était 25 mètres par seconde, donc 25 au carré, divisé par 2 fois 0,71 fois 9,81. Ok, ce qui fait... Ah non, je suis en dehors de la vidéo là. Ah, voilà, mince. Quoi, bon, vous savez pas, mais voilà. Bon, bref, ça fait quoi ça? Donc 25 au carré. On divise ça par 0,71 et on divise par 9,81. Ah non, non. Si ma calculette elle a un petit bug, quand j'appuie sur une touche 9, elle appuie 2 fois sur la touche 9. Et ouais, et donc ça marche pas. Ah, pourquoi j'ai une distance de freinage de 45 mètres? Qu'est-ce que c'est Beans? 45 mètres. Pourquoi je trouve 44,9? Qu'est-ce que c'est Beans? Mais c'est ça Ah en mais fait. oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, 93 c'était pour le 130. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, oui, t'as raison. Merci, merci. Donc 44,9. 44,9 mètres. Donc je retrouve, hein, c'est pas mal. Alors maintenant, il faut le calculer pour... c'est pour combien? Pour 80, voilà. Pour 80 km par heure. Donc ça va me faire df qui est égal à... Donc 80 sur 3,6, hein. On n'oublie pas de mettre en mètres par seconde, divisé par 2 fois 0,71 fois 9,81. Bon, je sais pas si c'est bien écrit, si c'est visible. Quoi, non, je sais que c'est pas super bien écrit, mais bon. Alors, 80, je divise par 3,6. Ok. Je divise par 2. 0,71 divisé. Et c'est là où je fais gaffe. Ouais, c'est bon. Divisé. Et ça me fait 35,4. Si je ne me trompe pas. 35,4 mètres. Ok. Donc j'ai une différence de distance de freinage qui est de 11,5 mètres. C'est ça? Non. Non, 9. Oh là là. 9,5. 9,5, oui, pardon. 9,5. 9,5, c'est pas 13 mètres. Hein. Ah oui, mais il y a la distance d'arrêt. Ah ah, attention. Il y a les distances d'arrêt. Donc, attention, hein, la distance d'arrêt, la distance, pardon, de réaction. La distance de réaction à 90, c'était combien kilomètres par heure? C'était, on l'avait calculé, non? C'était, eh ben, c'était pas 25 mètres, simplement. C'est 25 mètres. Ça, c'est 25 mètres. Et la distance de réaction à 80 km par heure. Donc, c'est toujours la vitesse fois une seconde, c'est-à-dire 80 divisé par 3,6, ce qui fait 22,2. Donc ça fait 22,2 mètres. Donc, si je fais ça et ça dans l'ensemble, là, ça fait quoi ça? Ça fait donc la distance d'arrêt à 90 km/h, c'est égal à 44,9 plus 25. Je ne me trompe pas là? 44,9 plus 25, ce qui fait 69. Yeah, 69,9. C'est bon ça? Il n'y a pas de bug là? Bon, j'espère. Et la distance d'arrêt à 80 km par heure, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi ça? Distance d'arrêt 35,4. Oui, pardon. 35,4 plus 22,2. Ce qui est égal à... Alors, j'ai oublié les unités. C'est égal à 57,6. C'est ça? Eh ben, c'est pas loin. C'est pas loin. Donc, ce qui fait une différence, un delta distance d'arrêt, si vous voulez, hein, ce qui fait ça moins ça, ce qui fait 12,3. Donc 12,3 mètres. Voilà. 12,3 mètres. Donc, bon, en fait, quand ils disent ça fait gagner 13 mètres,
euh, en fait, ça fait gagner que 12,3 mètres. Bon, c'est pas bien loin, hein, sachant qu'évidemment, eux, ils arrondissent systématiquement au mètre près. Donc, on peut considérer qu'ils ont fait un arrondi, un petit arrondi au supérieur, là, à un moment donné. Voilà. Donc, par exemple, ici, si tu arrondis à l'inférieur, si tu dis que ça, c'est environ 45 mètres, ça, environ 35 mètres, c'est environ 22 mètres, ça fait les 13 mètres, quoi. Voilà. Donc, est-ce correct? Bah oui, en fait, hein, c'est aux erreurs d'arrondi près, c'est correct, hein. Donc, aux erreurs d'arrondi près, aux erreurs d'arrondi près, c'est c'est tout à fait compatible, hein. C'est compatible. C'est même plus que compatible, c'est exact. Donc, finalement, voilà, moi, bon, je partais avec aucun a priori, hein. Je me suis dit, ouais, on va vérifier. Puis, finalement, on se rend compte que cette histoire des 13 mètres, voilà, c'est pas des, c'est, c'est pas des conneries, quoi. C'est, quoi, en tout cas, la théorie physique, alors très modélisée, hein, nous donne un résultat convenable. Alors évidemment, eux, ils ne sont pas basés sur des théories un peu simplifiées comme nous, hein. Ils ont fait euh, des tests réels, hein, avec des voitures réelles sur circuit, en mesurant les distances de freinage et tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on va arrêter là parce que ça va faire bientôt un peu plus d'une heure. Donc vous, il vous reste le set là à faire. Donc pour vendredi, hein, essayez de me faire ce set là. Et puis peut-être un petit exercice que je vous donnerai aussi, quelques petits exercices sur le théorème de l'énergie cinétique. Donc on corrigera on corrigera ça du coup, hein, le 7. Donc c'est-à-dire, vous voyez, donc l'idée c'est que j'ai ma voiture qui est là, qui roule à 90 km par heure. 90 km par heure. Et puis euh, le camion se met en travers de la route. Là, il se met en travers de la route ici, le camion. Donc il va parcourir une certaine distance ici de réaction, et puis il va commencer à freiner. Ici, il va freiner. Donc là, il y a une distance de freinage. Le problème, c'est que la distance de freinage, normalement, elle s'arrête au-delà. Et donc, arrivé ici, il aura encore une certaine vitesse. Voilà. Donc, c'est quoi la vitesse finale ici? Donc voilà, c'est ça le but. Donc ça, c'est la vitesse initiale. Vitesse initiale, 90 km par heure. Et puis, donc, il va taper le camion, et à quelle vitesse il va taper le camion. Voilà. Donc, histoire de voir un petit peu si, effectivement, euh, ben, s'il n'avait pas respecté la limitation de vitesse, si son choc aurait été assez violent. Voilà, voilà. Voilà le programme. Bah écoutez, j'espère que ça a été, que c'est pas trop, c'était assez clair, hein. Euh, donc, hein, revoyez bien donc le théorème de l'énergie cinétique, hein, l'application, c'est vraiment ici. Voilà, donc reprenez ça à tête reposée. En tout cas, voilà, j'ai fait un corrigé sur papier un peu plus beau que ce qu'il y a ici, que ce qu'il y a ici sur ordi. Euh, donc je vous l'enverrai, mais à partir de vendredi, puisqu'il vous reste l'exercice 7, la question 7, plus des exercices que je vous donnerai sur Pronote.